Chapitre 117, lu par Christian Balthus, où l'on fait connaître qui était le chevalier de la Blanche Lune, et où l'on raconte la délivrance de Don Gregorio, ainsi que d'autres événements. Don Antonio Moreno suivit le chevalier de la Blanche Lune, qui fut également suivi et poursuivi même par une infinité de polissons, jusqu'à la porte d'une hôtellerie au centre de la ville. Don Antonio y entra dans le désir de le connaître. Un écuyer vint recevoir et désarmer le chevalier, qui s'enferma dans une salle basse, toujours accompagné de Don Antonio, lequel mourait d'envie de savoir qui était cet inconnu. Enfin, quand le chevalier de la Blanche Lune vit que ce gentilhomme ne le quittait pas, il lui dit : « Je vois bien, Seigneur, pourquoi vous êtes venu. Vous voulez savoir qui je suis, et comme je n'ai nulle raison de le cacher pendant que mon domestique me désarme, je vais vous le dire en toute vérité. Sachez donc, Seigneur, qu'on m'appelle le bachelier Samson Carrasco. Je suis du village même de Don Quichotte de la Manche, dont la folie est un objet de pitié pour nous tous qui le connaissons. Mais peut-être lui ai-je porté plus de compassion que personne. Or, comme je crois que sa guérison dépend de son repos et de ce qu'il ne bouge plus de son pays et de sa maison, j'ai cherché un moyen de l'obliger à y rester tranquille. Il y a donc environ 3 mois que j'allais, déguisé en chevalier des miroirs, lui couper le chemin dans l'intention de combattre avec lui et de le vaincre, sans lui faire aucun mal. Après avoir mis pour condition de notre combat que le vaincu resterait à la merci du vainqueur. Ce que je pensais exiger de lui, car je le tenais déjà pour vaincu, c'était qu'il retournât au pays et qu'il n'en sortît plus de toute une année, temps pendant lequel il pourrait être guéri. Mais le sort en ordonna d'une toute autre façon, car ce fut lui qui me vainquit et me renversa de cheval. Mon projet fut donc sans résultat. Il continua sa route et je me retournai vaincu, honteux et brisé de la chute qui avait été fort périlleuse. Cependant, cela ne m'ôta pas l'envie de revenir le chercher et de le vaincre à mon tour, comme vous avez vu que j'ai fait aujourd'hui. Il est si ponctuel à observer les devoirs de la chevalerie errante qu'en exécution de sa parole, il observera, sans aucun doute, l'ordre qu'il a reçu de moi. Voilà, Seigneur, toute l'histoire sans que j'aie besoin de rien ajouter. Je vous supplie de ne pas me découvrir et de ne pas dire à Don Quichotte qui je suis, afin que ma bonne intention ait son effet et que je parvienne à rendre le jugement à un homme qui l'a parfait dès qu'il oublie les extravagances de sa chevalerie errante. « Ô Seigneur, s'écria Antonio, Dieu vous pardonne le sort que vous avez fait au monde entier en voulant rendre à la raison le fou le plus divertissant qu'il possède. Ne voyez-vous pas, Seigneur, que jamais l'utilité dont pourra être le bon sens de Don Quichotte n'approchera du plaisir qu'il donne avec ses incartades? Mais j'imagine que toute la science et toute l'adresse du Seigneur bachelier ne pourront suffire à rendre sage un homme si complètement fou. Et si ce n'était contraire à la charité, je demanderais que jamais Don Quichotte ne guérit, parce qu'avec sa guérison nous aurons non seulement à perdre ses gracieuses folies, mais encore celles de Sancho Panza, son écuyer, dont la moindre est capable de réjouir la mélancolie même. Cependant, je me tairai et ne dirai rien, pour voir si j'aurais deviné juste en soupçonnant que le seigneur Carrasco ne tirera nul profit de sa démarche. Le bachelier répondit qu'en tout cas l'affaire était en bon train et qu'il en espérait une heureuse issue. Il prit congé de Don Antonio, qui lui faisait poliment ses offres de service. Puis, ayant fait attacher ses armes sur un mulet, il quitta la ville, à l'instant même, sur le cheval qui lui avait servi dans le combat, et regagna son village sans qu'il lui arrivât rien que fût tenu de recueillir cette véridique histoire. Don Antonio rapporta au vice-roi tout ce que lui avait conté Carrasco, chose dont le vice-roi n'éprouva pas grand plaisir, car la réclusion de Don Quichotte allait détruire celui qu'auraient eu tous les gens auxquels seraient parvenues les nouvelles de ses folies.
Don Quichotte resta 6 jours au lit, triste, affligé, rêveur, l'humeur noire et sombre, et l'imagination sans cesse occupée du malheureux événement de sa défaite. Sancho s'efforçait de le consoler et lui dit un jour, entre autres propos, « Allons, mon bon seigneur, relevez la tête et tâchez de reprendre de votre gaieté, et surtout, rendez grâce au ciel de ce qu'étant tombé par terre, vous soyez relevé sans une côte enfoncée. Vous savez bien que là où les coups se donnent, ils se reçoivent, et qu'il n'y a pas toujours du lard où sont les crochets pour le pendre. En ce cas, faites la figure au médecin puisque vous n'en avez pas besoin pour vous guérir de cette maladie. Retournons chez nous et cessons de courir les champs à la quête des aventures par des terres et des pays que nous ne connaissons pas. À tout bien considérer, c'est moi qui suis le plus perdant, si vous êtes le plus maltraité. Moi qui ai laissé avec le gouvernement les désirs d'être gouverneur, je n'ai pas laissé l'envie de devenir comte, et jamais cette envie ne sera satisfaite si vous manquez de devenir roi en laissant l'exercice de votre chevalerie. Ainsi, toutes mes espérances s'en vont en fumée. Tais-toi, Sancho, répondit Don Quichotte. Ne vois-tu pas que ma retraite et ma réclusion ne doivent durer qu'une année? Au bout de ce temps, je reprendrai mon honorable profession et je ne manquerai ni de royaume à conquérir, ni de comté à te donner en cadeau. Dieu vous entende, reprit Sancho, et que le péché fasse la sourde oreille, car j'ai toujours ouï dire que bonne espérance vaut mieux que mauvaise possession. Ils en étaient là de leur entretien, quand Don Antonio entra, donnant toutes les marques d'une grande allégresse. Bonne nouvelle, seigneur Don Quichotte, s'écria-t-il. Don Gregorio et le renégat qui est allé le chercher sont sur la plage. Que dis-je sur la plage? Ils sont déjà chez le vice-roi et seront ici dans un instant. Don Quichotte parut sentir quelque joie. En vérité, dit-il, je me réjouirais volontiers que la chose fût arrivée tout au rebours. J'aurais été contraint de passer en Berbérie, où j'aurais délivré, par la force de mon bras, non seulement Don Gregorio, mais tous les captifs chrétiens qui s'y trouvent. Mais, hélas, que dis-je, misérable? Ne suis-je pas le vaincu? Ne suis-je pas le renversé par terre? Ne suis-je pas celui qui ne peut prendre les armes d'une année? Qu'est-ce que je promets donc? Et de quoi puis-je me flatter si je dois plutôt me servir du fuseau que de l'épée? Et c'est donc cela, Seigneur, s'écria Sancho. Vive la poule malgré sa pépite. Et d'ailleurs aujourd'hui pour toi, demain pour moi. Dans ces affaires de rencontres, de chocs et de taloches, il ne faut jurer de rien, car celui qui tombe aujourd'hui peut se relever demain, à moins qu'il n'aime mieux rester au lit. Je veux dire qu'il ne se laisse abattre sans reprendre un nouveau courage pour de nouveaux combats. Allons, que votre grâce se lève pour recevoir Don Gregorio, car il me semble, au mouvement et au bruit qui se fait, qu'il est déjà dans la maison. C'était la vérité. Aussitôt que Don Gregorio eut été avec le renégat rendre compte au vice-roi du départ et du retour, empressé de revoir Anna Félix, il accourut avec son compagnon à la maison de Don Antonio. Quand on le tira d'Alger, Don Gregorio était encore en habit de femme, mais dans la barque, il les changea contre ceux d'un captif qui s'était sauvé avec lui. Au reste, en quelque habit qu'il se montra, on connaissait en lui une personne digne d'être enviée, estimée et servie, car il était merveilleusement beau. Il ne semblait pas avoir plus de 17 à 18 ans. Ricotte et sa fille vinrent à sa rencontre. Le père, attendri jusqu'aux larmes, et la fille avec une pudeur charmante. Ils ne s'embrassèrent point, car où se trouve beaucoup d'amour, il n'y a pas d'ordinaire beaucoup de hardiesse. Les deux beautés réunies de Don Gregorio et d'Anna Félix firent également l'admiration de tous ceux qui se trouvaient présents à cette scène. Ce fut leur silence qui parla pour les deux amants, et leurs yeux furent les langues qui exprimèrent leur bonheur et leur chaste pensée. Le renégat raconta à quelques moyens avait employé son adresse pour tirer Don Gregorio de sa prison
et Don Gregorio raconta en quels embarras, en quel péril il s'était trouvé au milieu des femmes qui le gardaient. Tout cela sans longueur, en peu de mots, et montrant une discrétion bien au-dessus de son âge. Finalement, Ricotte paya et récompensa, d'une main libérale, aussi bien le renégat que les chrétiens qui avaient ramé dans la barque. Quant au renégat, il entra dans le giron de l'église, et de même gangrené, il redevint saint et pur par la pénitence et le repentir. 2 jours après, le vice-roi se concerta avec Don Antonio sur les moyens qu'il y aurait à prendre pour qu'Anna Félix et Ricotte restassent en Espagne, car il ne leur semblait d'aucun inconvénient de conserver dans le pays une fille si chrétienne et un père si bien intentionné. Don Antonio s'offrit à aller solliciter cette licence à la cour, où l'appelaient d'ailleurs d'autres affaires, laissant entendre que là, par le moyen de la faveur et des présents, bien des difficultés s'aplanissent. Non, dit Ricotte qui assiste à l'entretien, il ne faut en rien espérer de la faveur ni des présents, car avec le grand Don Bernardino de Velasco, comte de Salazar, auquel Sa Majesté a confié le soin de notre expulsion, tout est inutile, prières, larmes, promesses et cadeaux. Il est vrai qu'il est uni